Oui, je vais être assez court parce que j'ai déjà prononcé un discours ce matin. Madame la ministre, chère Ségolène Royal, c'est un vrai plaisir donc de vous accueillir aujourd'hui à la Maison de l'UNESCO pour ce 16e colloque des énergies renouvelables. Avant de vous céder la parole pour votre allocution d'ouverture, permettez-moi de vous faire part en quelques mots de l'appréciation que le CER et ses membres portent sur votre action récente lors des derniers mois écoulés. Je vous remettrai ensuite nos propositions pour faire de 2015 une année utile pour les énergies renouvelables et le climat. Au nom des professionnels des énergies renouvelables, je salue votre action et votre soutien. Lors d'une réunion à laquelle vous m'aviez convié pour la signature de l'arrêté tarifaire éolien, j'avais eu l'occasion de vous dire à quel point nous comptions sur vous, car vous étiez notre ministre, vous êtes notre ministre, la ministre des énergies renouvelables. C'était au mois de mai dernier, et les faits depuis m'ont donné raison. Sur bien des fronts, vous avez soutenu, accéléré, accompagné et défendu nos filières. Et cela commence à porter ses fruits, comme en témoigne la progression du marché éolien en 2014, après 3 ans de décroissance. Les chantiers de la simplification ont été conduits avec diligence et efficacité. Et si nous avons encore de véritables propositions d'amélioration, l'élan est aujourd'hui réel. Sur l'éolien terrestre, vous avez redressé la situation en signant sans délai le nouvel arrêté tarifaire et en ouvrant un dialogue utile avec les opérateurs radars. Sur les filières thermiques individuelles et collectives, le bois, la biomasse, le solaire thermique, la géothermie et les pompes à chaleur, nous avons salué votre action énergique pour le relèvement du crédit d'impôt et en faveur du fonds chaleur renouvelable que vous vous êtes engagé à doubler en 3 ans auprès de l'ADEME. Les énergies renouvelables dans le bâtiment, ce bâtiment grand consommateur d'énergie, devrait profiter à plein de la loi de transition énergétique pour la croissance verte que vous portez en ce moment devant le Parlement avec pas mal de difficultés, si j'en crois les échos du Sénat. Et même si des ajustements réglementaires dans le bâtiment sont encore nécessaires, comme par exemple le maintien de l'obligation de conduite fumée sur les logements neufs, nous avons une grande confiance en vous et en l'avenir de ces énergies dans le bâtiment. Sur les filières émergentes, éolien offshore, énergie marine renouvelable, les programmes sont maintenant lancés et il faut en assurer la continuité. Nous saluons également la relance des appels d'offres pour les filières hydroélectriques, ça n'était plus arrivé depuis longtemps, et de la biomasse. 2 filières qui peuvent chacune apporter une contribution décisive à l'équilibre des réseaux. Madame la ministre, les choses bougent. Et si nous n'hésitons pas à souligner les avancées réelles et concrètes, nous ne manquons pas de dire, et c'est notre rôle, ce qui fait encore défaut. Vous le savez, 2 de nos filières ont besoin d'un soutien particulier en ce moment. Le solaire photovoltaïque, qui souffre de l'irrégularité du lancement des appels d'offres et d'un tarif pour les installations de 9 à 100 kW, aujourd'hui inopérant du fait de la baisse non justifiée par les volumes raccordés. En conséquence, plusieurs entreprises sont en situation très difficile. L'autre secteur qui souffre, c'est celui de la méthanisation. Il connaît également des difficultés et traverse un moment compliqué. Les solutions existent et nous en formulerons prochainement donc les contours. En tout état de cause, ces écueils liés au lancement d'une nouvelle filière ne remettent pas en cause les fondamentaux économiques et environnementaux de cette énergie d'avenir. Enfin, la loi de finances 2014 a institué une contribution carbone
dans les taxes intérieures de mise à la consommation du gaz et des carburants. Nous approuvons évidemment cette méthode. Le Premier ministre a encore dit ce matin à quel point il était important de donner une valeur au CO2. Mais nous ne comprenons pas que les gaz et carburants renouvelables soient soumis à cette taxe, ce qui revient à nier leur caractère renouvelable. Voilà, Madame la Ministre, je tenais à vous remercier pour l'ensemble des chantiers qui ont été conduits et vous rappeler que vous pouvez compter sur notre organisation pour co-construire à vos côtés et avec vos équipes des cadres réglementaires et économiques pérennes et durables pour nos filières. Je vous remercie de votre attention et j'appelle maintenant la ministre à venir me rejoindre. Et je vais donc lui remettre notre programme de travail de l'année 2015 que nous comptons bien accomplir à ses côtés. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Syndicat des énergies renouvelables. Cher Jean-Louis Bal, bonjour à tous et à toutes. Je salue les parlementaires présents. Je salue le docteur Pachauri. Nous trouvions il y a quelques jours à New Delhi pour un grand événement qu'il a organisé sur la question du changement climatique et qui a été tout à fait remarquable. Je salue aussi le directeur général de l'IRENA, cher Adnan Amin. Nous étions il y a quelque temps à Abu Dhabi pour le colloque international des énergies renouvelables. Et donc, on voit dans cette dimension à la fois mondiale et nationale à quel point les enjeux pour lesquels vous êtes réunis ici sont absolument cruciaux et sont d'actualité. Je salue le président de l'ADEME, bien évidemment, l'ensemble des chefs d'entreprise ici présents, des organisations non gouvernementales, des experts. Et bien évidemment, je remercie l'UNESCO de vous avoir accueillis. Je vous félicite d'ailleurs pour cette initiative. Et je suis particulièrement heureuse de m'exprimer devant vous après le Premier ministre qui est venu ce matin et entre deux séances du Sénat, puisque je défends actuellement au Sénat, après l'avoir fait voter par l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Donc vous voyez, ça me donne à la fois l'occasion de vous faire le point sur ce débat parlementaire et en même temps de me nourrir aussi de vos réflexions et de vos travaux pour que les travaux du Parlement, nous aborderons dans les heures qui viennent, la nuit prochaine et les jours et nuits qui viennent, toute la dimension du titre de cette loi concernant les énergies renouvelables. Et bien évidemment, les résultats de vos travaux vont directement en circuit court et économe en énergie nourrir nos débats. Je dirais bien évidemment d'abord quelques mots sur l'enjeu climatique, mais vous en avez déjà débattu longuement pour rappeler que nous sommes réunis à un moment critique. Toutes les alertes sont là pour notre avenir commun, mais aussi, je voudrais vous dire, de formidables raisons d'espérer. Et c'est ça, d'abord, qui doit nous mobiliser. De formidables raisons d'espérer pour trois raisons. D'abord parce qu'il y a une prise de conscience. Et une nouvelle fois, je salue les travaux du GIEC et du docteur Pachauri qui ont fait reculer le climato-scepticisme pour définitivement, je crois, l'anéantir, puisqu'aujourd'hui, plus personne n'ose contester, au moins en public, la nécessité d'agir rapidement pour lutter contre le dérèglement climatique. La seconde bonne nouvelle, c'est que nous avons des capacités d'action. On connaît les moyens d'agir et nous ne pourrons pas dire aux générations futures, comme le disait un prix Nobel de la paix à New Delhi, nous ne pourrons pas dire aux générations futures que nous ne savions pas les utiliser. Et puis la troisième bonne nouvelle, c'est que chacun commence à comprendre qu'il y a là une chance à saisir pour changer de modèle de développement, pour assumer cette mutation. C'est une chance formidable que d'avoir l'obligation de changer de paradigme, parce qu'on le sait bien, pour reprendre l'expression d'un grand philosophe, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Autrement dit, la création d'un autre modèle de développement, ce que j'appelle la croissance verte, est la clé du bien-être et de la paix sur la planète. Alors nous devons nous fixer collectivement un cap, et ce que je suis en train de faire dans ce débat parlementaire, en portant ce projet de loi, qui n'est pas évident, qui est un exercice assez difficile, c'est que je veux que la France soit exemplaire au moment où elle va avoir l'honneur
de recevoir la conférence sur le climat, la COP21. Et moi, je suis particulièrement satisfaite de constater que le Sénat, qui n'a pourtant pas la même majorité politique que l'Assemblée nationale, comme vous le savez, et je m'efforce de construire des convergences au-delà des clivages politiques, tout en respectant les convictions des uns et des autres, le Sénat a adopté donc au cours de la nuit dernière l'article 1er de ce projet de loi qui confirme un large accord national autour de 4 objectifs. Le premier, c'est le facteur 4 en 2050, c'est-à-dire la division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, en passant par une étape intermédiaire de moins 40% en 2030. Le second, c'est la division par 2 de la consommation d'énergie en 2050. Certes, la formulation de l'étape intermédiaire en 2030 n'a pas fait consensus, mais les travaux à l'Assemblée nationale et au Sénat convergent sur le fond. Il faut un objectif ambitieux dès 2030, prévoir des clauses de revoyure pour s'adapter en fonction de la croissance. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de rappeler devant la représentation nationale que la baisse de la consommation n'est pas synonyme de la décroissance, que c'est au contraire une formidable opportunité d'investissement et d'innovation et donc un relais de croissance durable et d'emploi. Et je suis confiante sur le fait que cet objectif finisse par être intégré dans les objectifs nationaux. Le troisième, c'est l'augmentation de la part des énergies renouvelables à 32% de notre consommation en 2030, soit une multiplication par 3 par rapport à la situation de 2010. Cela concerne toutes les énergies, la chaleur renouvelable, le gaz renouvelable, l'électricité renouvelable, mais aussi les biocarburants avancés, la biomasse, etc. La quatrième, c'est la diversification de notre bouquet électrique avec la montée en puissance des énergies renouvelables et la baisse du nucléaire à 50% de la production d'électricité. Il y a donc désormais un accord national au-delà des clivages politiques, et je tiens à le souligner parce que ça n'était pas évident au départ, sur cet objectif de 50%. Certes, il y a eu un débat sur la question du rythme de mise en œuvre, mais je note que le Sénat a adopté un objectif de 40% d'énergie renouvelable dans le mix électrique en 2030, ce qui marque déjà un engagement d'aller vite et même d'aller très vite. Par ailleurs, ne nous trompons pas, l'électricité ne représente que le quart de notre consommation d'énergie et donc un des sujets principaux reste la question des hydrocarbures dont il faut impérativement diminuer la place dans les transports et dans les logements. En développant les véhicules électriques, les hybrides rechargeables, en développant la performance énergétique des bâtiments, les réseaux de chaleur, la géothermie, la biomasse, la méthanisation, l'éolien, le solaire, etc. C'est par là que doivent commencer nos efforts. Et pour que la conférence de Paris soit une réussite, il faut non seulement que les États s'accordent sur des objectifs, c'est l'objectif de l'accord de Paris, mais il faut aussi que nous nous engagions tous concrètement pour anticiper la mise en place de cet accord, et même pour le faciliter, ça marche dans les deux sens. Les États, les collectivités, la société civile, les citoyens, dans ces actions concrètes qui nous permettent de baisser nos consommations d'énergie, de réduire nos émissions, de monter en puissance sur le renouvelable. Et au cœur de cette société civile se trouvent les entreprises que vous êtes, les filières industrielles, les organismes de recherche et les organismes de formation professionnelle. Parce que ce sont ces filières-là qui sont à la fois le moteur de cette transition, mais aussi les bénéficiaires de cette transition énergétique. Il nous faudra un agenda des solutions ambitieux. Vous tous réunis aujourd'hui, acteurs des énergies renouvelables, vous avez donc un rôle essentiel à jouer, puisque le développement de ces énergies doit être un pilier de cet agenda concret des actions pour réduire nos émissions de carbone. D'autant que ce développement des énergies renouvelables ouvre de nombreuses opportunités. C'est un moyen de réduire la facture énergétique de nombreux pays, donc de la France, puisque je parle ici, qui reste un fardeau malgré la baisse des prix du pétrole. C'est un moyen d'améliorer l'indépendance énergétique de chaque pays
Et c'est une formidable opportunité d'innovation, de création de croissance et d'emplois non délocalisables. Et ma conviction, c'est que nous devons nous appuyer sur 2 piliers en ce qui concerne la France, puisqu'on m'a demandé de parler de l'exemple français, même si je sais que beaucoup d'interlocuteurs venus du monde entier sont présents. Pour moi, ici en France, je souhaite appuyer le développement des énergies renouvelables sur 2 piliers. D'abord, un marché national en croissance, sur lequel il faut innover pour continuer à faire baisser les coûts et traiter le sujet de l'intermittence. Et deuxièmement, un développement ambitieux à l'international. Et Paris 2015 est à la fois un aiguillon, je l'ai dit, qui doit nous pousser à être exemplaires et à accélérer notre transition énergétique, une vitrine pour montrer toutes les solutions innovantes que nous développons dans tous les pays du monde, une opportunité pour nous inspirer des meilleures pratiques internationales et enfin une occasion de nouer des alliances au niveau mondial et aussi et surtout, j'allais dire, des transferts de technologies vers les pays vulnérables et vers les pays les plus pauvres. Laissez-moi revenir quelques instants sur les enjeux nationaux, puisque c'est là-dessus qu'on portait l'essentiel de vos questions. D'abord, je voudrais révéler, mais vous connaissez peut-être déjà ces résultats, que les derniers chiffres de RTE, Réseau de transport de l'électricité, sur les renouvelables électriques montrent une réelle accélération en 2014. Pour la première fois cette année, les énergies renouvelables représentent près de 20% de la consommation électrique. Pour la première fois aussi, l'énergie électrique produite par les ENR dépasse le thermique fossile. Plus de la moitié de cette énergie électrique renouvelable est d'origine éolienne, le reste se répartissant entre le photovoltaïque et la biomasse. Après 4 années consécutives de baisse, la puissance éolienne raccordée augmente de nouveau en 2014 et dépasse même son niveau de 2011. Ce sont de bons chiffres, mais ce n'est pas encore assez. C'est la ministre chargée de l'énergie qui vous le dit. Et il faut accélérer. Je suis notamment consciente, vous l'avez évoqué, du ralentissement dans le photovoltaïque et je proposerai d'ici le vote de la loi au Sénat des actions pour y remédier. Cela passe notamment par une revalorisation du tarif T4. Beaucoup de choses ont été faites pour soutenir le développement des énergies renouvelables en 2014, vous l'avez rappelé, mais de nombreux chantiers sont encore devant nous. Je voudrais en évoquer ici quelques-uns et vous annoncer 6 décisions nouvelles. D'abord, les simplifications administratives. Vous le savez, j'ai fait voter par l'Assemblée nationale, donc en première lecture, dans le cadre du projet de loi pour la transition énergétique, la généralisation du permis unique pour les éoliennes et les méthaniseurs. Je vous annonce que cette ordonnance sera publiée dès la promulgation de la loi, c'est-à-dire avant l'été. En parallèle, les travaux de modernisation du droit de l'environnement seront menés en étroite association avec le Conseil national de la transition écologique. Ils permettront de répondre à d'autres préoccupations sans en rabattre sur l'exigence de protection de l'environnement. Deuxièmement, les appels d'offres. En plus des appels d'offres sectoriels, j'ai lancé en septembre 2014 un appel à projets pour mobiliser 200 territoires à énergie positive. La réponse des collectivités a été d'une ampleur exceptionnelle. 528 territoires ont présenté un projet et ont exprimé le souhait de s'engager avec force dans la mutation énergétique de notre pays. J'ai retenu ces candidatures en les répartissant en 3 catégories. D'abord, les territoires à énergie positive qui identifient déjà des actions opérationnelles dans plusieurs domaines de la transition énergétique et écologique. Ils sont au nombre de 218. Les territoires à énergie positive en devenir qui posent les bases d'une programmation à plus long terme sur une série d'actions dans les mêmes domaines et qui doivent, par conséquent, faire parvenir leurs projets à maturité. Et enfin, j'ai retenu, parce qu'ils étaient toujours passionnants, les projets plus restreints, plus identifiés, ciblés sur un projet isolé, qui seront également soutenus dans le cadre des contrats locaux de transition énergétique que je viens de créer. Tous ces territoires
se verront attribuer une aide financière dans le cadre du nouveau fonds de transition énergétique doté de 1,5 milliard d'euros sur les 3 ans. Et d'ores et déjà, les collectivités identifiées, les 218, se sont vues attribuer une aide financière immédiate de 500 000 euros sur une ligne de la Caisse des dépôts et consignations qui pourra être renforcée jusqu'à 2 millions d'euros en fonction de la qualité des projets et de leur contribution aux objectifs inscrits dans la loi de transition énergétique. Je souhaite que ces subventions permettent de financer rapidement des projets qui contribuent efficacement à la baisse de la consommation d'énergie et à la production d'énergie renouvelable. J'attends de vous tous, entreprises présentes dans cette salle, que vous proposiez des solutions aux collectivités et que vous les accompagniez sur le terrain de cette transition. La Banque publique d'investissement, qui est la banque de la transition énergétique, a été mobilisée aussi pour aider financièrement les entreprises du secteur de la transition énergétique. Et enfin, les collectivités locales se voient ouvrir une ligne de 5 milliards d'euros de subventions au taux de 1,75%, remboursable dans un délai de 20 à 40 ans, sans apport initial, pour financer des projets jusqu'à 5 millions d'euros par projet, afin que tous les bâtiments publics, les mairies, les écoles, les gymnases, puissent engager des travaux de performance énergétique et d'installation d'énergie renouvelable. Dans tous ces territoires, les plateformes de la transition énergétique sont mises en place en partenariat avec l'ADEME, dont je salue d'ailleurs la qualité du travail. Je vous incite, vous entreprises, à vous mettre en réseau, à vous mobiliser, à faire des offres de mix énergétique aux différentes entreprises. Je vous invite aussi à ne pas en profiter pour augmenter les prix, qui doivent au contraire baisser avec l'augmentation du volume des travaux. Je vous le dis parce que c'est une petite inquiétude sur les territoires. En plus des territoires à énergie positive, qui sont donc un système de développement intégré, on pourrait dire aussi ailleurs, d'ailleurs, puisque nous revenons d'Inde, il y a le lancement d'un projet de 100 smart cities, c'est-à-dire des villes intelligentes. Mais c'est en quelque sorte, finalement, la même chose au même moment. Moi, je les ai appelés les territoires à énergie positive parce qu'il y a à la fois des territoires ruraux, semi-ruraux, des territoires urbains. Donc ça permet d'avoir aussi un concept global qui tient compte de la diversité du territoire français. Il y aura bien sûr, en complément de cela, en 2015, de nouveaux appels d'offres sectoriels. Je vous en annonce 3. Le premier, ce sont des appels d'offres photovoltaïques et notamment un appel d'offres pour les puissances intermédiaires allant de 100 à 250 kW crête qui sera lancé dans les prochains jours et un autre avec le stockage pour les Outre-mer. Deuxièmement, des appels d'offres sur la petite hydroélectricité comme je m'y étais engagée en 2014. Le groupe de travail qui réunit les producteurs, les associations de protection de l'environnement et les élus travaille actuellement pour proposer un cahier des charges et les solutions sont maintenant à portée de main. Troisièmement, des appels à manifestation d'intérêt financés par les investissements d'avenir comme l'éolien flottant déjà annoncé, mais aussi l'hydrolien fluvial, secteur dans lequel nous avons des entreprises françaises à la pointe et de demande des territoires sur des endroits déjà bien identifiés. En troisième lieu, sur ces 6 points, troisième grand point, la réforme des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables. Elle est indispensable pour donner de la sécurité juridique et favoriser l'investissement. Là aussi, les groupes de travail ont commencé et je compte sur votre mobilisation pour qu'ils puissent aboutir avant la fin de l'année, car nous avons une exigence de résultats au 1er janvier 2016. Quatrième mesure, l'autoconsommation. C'est un sujet majeur. La France a longtemps été réticente sur ce sujet de l'autoconsommation parce que nous avons un système très centralisé, pas seulement dans le domaine de l'énergie, mais dans bien des domaines, y compris dans le domaine administratif, des transports, etc. Donc il faut donner un mouvement d'accélération à la décentralisation, à la responsabilité des territoires, à l'intelligence des territoires et donc à l'autoconsommation. Je vous annonce que le rapport du groupe de travail sur l'autoconsommation est publié aujourd'hui sur le site du ministère de l'écologie et de l'énergie.
C'est le point de départ d'un grand chantier prioritaire pour 2015 qui se déclinera autour de plusieurs axes. D'abord, le lancement d'appels d'offres pour les installations en autoconsommation dans les secteurs industriels, tertiaires et agricoles, là où la consommation est bien corrélée à la production photovoltaïque. Deuxièmement, l'introduction de critères favorisant l'autoconsommation dans les prochains appels d'offres en Outre-mer. Troisièmement, un cadre réglementaire assurant la sécurité des installations en autoconsommation pour le secteur résidentiel. Quatrièmement, un approfondissement de la réflexion pour que l'autoconsommation puisse se développer dans les écoquartiers. Et enfin, une réflexion sur l'évolution de la tarification du réseau pour intégrer l'autoconsommation. Cinquièmement, sur la méthanisation que vous avez évoquée, auquel je suis très attachée, j'en connais d'expérience dans ma région Poitou-Charentes, à la fois les potentiels et les difficultés. Et comme je m'y étais engagée, j'ai mis en place un comité national biogaz qui se réunira le 24 mars prochain. Le ministère est également partie prenante de l'audit de la filière qui a été engagée par le syndicat des énergies renouvelables et qui devra faire des propositions avant l'été. Enfin, sixième point, quelques mots sur l'éolien. D'abord, pour vous assurer que je soutiendrai lors du débat au Sénat l'allègement des contraintes, tout en garantissant la protection de l'environnement. Il faut que les élus locaux soient bien associés au projet, mais il faut éviter de nouvelles contraintes. Et sur les enjeux de la conciliation entre les exigences de la défense nationale et du développement de l'éolien, qui est un sujet récurrent, la discussion avance et le ministère de la Défense vient de m'informer qu'il réduirait de 18% les zones de survol très basse altitude et de 11% les zones d'entraînement. Par ailleurs, un amendement au Sénat va permettre de clarifier les zonages autour des radars tout en préservant les analyses au cas par cas dans les zones sensibles. Sur l'éolien offshore, j'ai attribué il y a quelques mois, vous le savez, le deuxième appel d'offres offshore et le troisième est en préparation. Le gouvernement a déposé un amendement qui permet de passer par des dialogues compétitifs pour les prochains appels d'offres afin qu'ils soient plus rapides. Et j'ai demandé au préfet de prolonger un peu les concertations sur les zonages pour qu'elles soient conclues dans de bonnes conditions. Je terminerai ce tour d'horizon national en soulignant que 2015 est aussi l'année de l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie telle que je l'ai prévue dans ma loi de transition énergétique. C'est un exercice essentiel pour donner de la visibilité à toutes les filières et vous serez associés à son élaboration. Je pourrais ajouter à ces considérations nationales, bien évidemment, beaucoup de considérations internationales, juste pour vous dire que les opportunités sont nombreuses, que le monde ne nous attend pas ici en France. Et c'est une bonne chose, il y a une émulation internationale. Et notamment, je voudrais évoquer tous les projets de l'IRENA, la façon aussi dont, par exemple, Abu Dhabi prépare déjà l'après-pétrole avec les énergies renouvelables. Ça veut dire que ça bouge dans le monde entier et que nous devons vraiment faire converger nos efforts. Le directeur général de l'INEA, qui parmi nous aujourd'hui porte 3 actions concrètes et de qualité qui permettront, j'en suis sûre, d'illustrer les efforts concrets dans le cadre de la COP 21. D'abord, une action sur les petites îles autonomes et renouvelables, qui sont à la fois les premières victimes du réchauffement climatique, mais qui disposent aussi d'un potentiel en énergie renouvelable qu'il serait dramatique de ne pas développer. Et l'engagement de nos territoires d'outre-mer au sein de l'initiative pour les petites îles, avec un séminaire de travail co-organisé avec l'IRENA les 8 et 9 avril aux Antilles françaises, où nous souhaitons pouvoir faire progresser certains travaux thématiques et plus largement faire avancer l'initiative sur les petits États insulaires. Ensuite, le développement des énergies propres en Afrique. C'est un enjeu majeur et c'est un enjeu majeur pour l'Europe. Nous sommes les voisins, nous sommes les cousins autour du pourtour de la Méditerranée. Enfin, l'Alliance mondiale pour la géothermie. C'est une initiative que la France soutiendra de toutes ses forces, car c'est en agissant au niveau mondial que nous serons en mesure de réduire le risque de forage, de débloquer l'accès à cette énergie renouvelable non intermittente à fort potentiel, aussi bien pour l'électricité que pour la chaleur. Voilà en quelques mots des actions sur lesquelles vous devez vous mobiliser.
J'attends aussi de vous que vous fassiez d'autres propositions concrètes pour mobiliser les savoir-faire des entreprises, des énergies renouvelables et pour fédérer des actions internationales. Le syndicat des énergies renouvelables pilote d'ailleurs le volet export du plan industriel ENR. Je souhaite que vous me fassiez part de toutes vos propositions le plus rapidement possible pour bâtir une véritable équipe de France des énergies renouvelables. En conclusion, je voudrais une nouvelle fois vous féliciter de votre initiative. Vous souhaitez de saisir l'opportunité de ces journées pour prendre des contacts fructueux les uns avec les autres, pour mobiliser, sans jeu de mots, toutes les énergies, pour accompagner la montée en puissance de cet autre modèle de développement dont nous avons impérativement besoin. Vous êtes les leviers de la croissance verte et du développement durable, capables de relever le défi climatique, de répondre à l'urgence, de protéger notre précieuse biodiversité et d'être une source de vitale invention du futur. Bons travaux à vous et bonne énergie renouvelable.